Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une speed analyse sur le Bitcoin, mais j'avais tellement de choses intéressantes à vous montrer par rapport à ce qui se passe actuellement que c'est plutôt devenu un point de marché, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo en accéléré et zapper certains passages si vous savez déjà comment faire, parce que je rentre un peu plus en détail sur comment bien placer ses stop-loss et lire le marché sur plusieurs timeframes à la fois. Découvrir Le trading. Aujourd'hui, je vous ai laissé le RSI parce que je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant. Faut pas prendre ce que dit le RSI pour argent comptant, et c'est pas tout le temps un indicateur fiable, mais il y a des patterns qui reviennent assez souvent et qui sont relativement fiables, notamment sur des timeframes un peu plus hautes. On voit qu'avec cette bougie-là, on a tapé le bas du RSI, et donc c'est logique de remonter. Alors après, il faut faire attention parce que là, on voit qu'on a tapé le haut, et pourtant ça continue de monter, donc c'est pas parce qu'on est en haut que ça doit forcément descendre, et c'est pas parce qu'on est en bas que ça doit forcément monter. Donc pour ajouter de la fiabilité à cet indicateur, il faut être dans une zone qui fait sens pour rebondir. Si je repense qu'on a eu ici, on voit qu'on a eu une divergence haussière sur le RSI, c'est-à-dire que le prix a fait un plus bas alors que le RSI lui a fait un moins bas. Souvent ces divergences, c'est le signe que le prix va repartir à la hausse et c'est bien ce qu'on a eu. Et d'ailleurs à l'époque, suite à cette divergence, si on zoomait sur cette bougie-là, on pouvait avoir une belle entrée pour revenir en haut. C'était logique que cette divergence fonctionne parce qu'on arrivait ici dans une zone, la zone de mitigation, où le prix devait rebondir. Si je reviens à notre prix actuel, on a donc une première mèche basse ici qui correspond à ce creux dans le RSI. On pourrait donc revenir en bas et essayer de prendre ce niveau. La mèche est assez longue, donc ça fait pas mal de chemin à parcourir, mais si jamais on redescend et qu'on prend ce niveau, il faudra regarder sur le RSI si on a une divergence, ce qui a de fortes chances d'arriver si le prix continue sur sa lancée. Comme je disais, une divergence sur le RSI c'est pas suffisant pour prendre un trade, mais ça rajoute une confluence supplémentaire et donc ça augmente fortement les chances de repartir à la hausse. Ceci dit, pour l'instant ce niveau est très loin, on est quasiment 10 000 $ au-dessus et il y a de grandes chances qu'on ne retourne pas le chercher. Pourquoi ? Parce que comme j'expliquais dans mes précédents points de marché et speed analyse, tous les niveaux importants à aller chercher et les liquidités qu'il y avait au sud ont déjà été prises. Cette mèche a bien fait la mitigation de cette zone-là qui avait été esquivée lors du dernier mouvement baissier. Si je fais apparaître mon niveau daily, on a eu un SFP du niveau daily, ce qui veut dire que normalement maintenant on est censé venir chasser notre niveau de continuation, donc qui est la TH. Si je rajoute mon order block daily, on voit qu'on a tapé dedans, donc c'est bon, il est mitigé et on peut repartir à la hausse. Si je rajoute mon canal parallèle, là très important, on voit qu'on a SFP parfaitement le canal parallèle, c'est-à-dire que la mèche est descendue plus bas, mais que la bougie a fermé à l'intérieur du canal, et ça veut dire ça aussi que on vise maintenant le haut du canal. Et le dernier point un peu plus fondamental cette fois-ci, c'est que le coût en électricité moyen pour miner un Bitcoin actuellement est de 45 000 $, et donc le prochain niveau de liquidité logique à la baisse à venir prendre serait celui-ci qui est de 38 500 à peu près, et donc c'est très bas par rapport au coût de production du Bitcoin, et ça enlève des probabilités d'aller aussi bas. Après, comme toujours, on n'est jamais à l'abri d'un crash ou d'un Black Swan, et on voit ici qu'on a une petite zone qui pourrait être intéressante à nettoyer, donc on peut très bien simplement avoir une baisse par ici pour nettoyer tout ça et remonter. Par contre, si ça se produit, il va falloir voir comment ça se produit, parce que si on descend jusqu'ici, on va sans doute casser le niveau daily, donc la structure de marché va devenir bearish en daily, et donc si ça se produit, la logique ensuite serait de faire une continuation baissière pour aller encore plus bas. Un scénario envisageable, mais qui me semble assez tiré par les cheveux, vu la distance en prix à parcourir, ce serait de faire un SFP daily, de venir chercher ce niveau de liquidité et de remonter dans la même journée. Mais là, on parle d'une chute et d'un rebond de plus de 14%, donc ça me semble assez extrême. Après, il faut jamais oublier aucun scénario, parce que même les scénarios les plus fous peuvent des fois se produire, donc c'est bien de le garder à l'esprit. Si maintenant je zoome en 4 heures pour se rapprocher de notre prix actuel, on voit que le prix a bien rebondi dans la zone, est reparti, n'est jamais revenu, et il y a eu le fameux appel d'air dont je vous parlais dans ma dernière vidéo, qui est lié à tous les niveaux de résistance qu'on a au-dessus, et qui est donc censé aspirer le prix pour pouvoir mieux le rejeter. On a donc la zone de mitigation 4 heures, le niveau 4 heures, le milieu du channel, le milieu du range principal, donc le range principal c'est celui entre ce plus bas et la TH, et il ne faut pas non plus oublier un order block 4 heures qui est dans la zone de mitigation 4 heures. Comme je disais dans ma dernière vidéo, ce serait étonnant que toute cette zone-là ne nous fasse pas rebondir pour repartir à la baisse. Après, la question ce sera de savoir où, parce qu'on peut très bien repartir à la baisse pour faire un moins bas et après repartir à la hausse et enfin casser ses résistances. Ce qu'il faut voir, c'est que ce plus bas actuel n'est pas du tout obligé d'être pris et c'est quelque chose que Bitcoin aime bien faire depuis plusieurs mois, à savoir créer un niveau qui ne sera jamais retesté et le prix repart directement dans l'autre sens. C'est une sorte de V-shape recovery comme ça, sauf que le V est pas aussi violent et souvent c'est un peu plus lent pour repartir, mais la chose importante à garder à l'esprit, c'est que le niveau n'est pas retesté. Ce qui va être très important de voir, c'est où est-ce que le rebond va se produire. Si je passe maintenant en 1 heure, on voit qu'on a eu une belle montée et que le prix commence à s'essouffler. Alors ça c'est normal pour 2 raisons. La première, c'est comme je disais la dernière fois, après une descente aussi violente, il faut du temps pour que le marché refroidisse, pour recréer de la liquidité avant que le prix prenne une décision et une direction finale.
La deuxième explication, c'est que là on est arrivé dans notre zone de mitigation, 1 heure du dernier mouvement. Donc c'est normal que ça retrace un peu. Après la question c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé lors de ce retracement. Si je trace la structure de marché rapidement à la main, ça nous donne quelque chose comme ça. Et là on peut voir quelque chose d'intéressant, c'est qu'ici on a eu une cassure. Donc la structure secondaire, c'est-à-dire la structure plus locale en 1 heure, elle est repassée baissière. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que ce plus haut qu'il fallait être cassé pour repasser haussier n'a pas été touché. Donc pour l'instant, on est toujours en baissier en 1 heure, sachant qu'on voit que le prix est en train quand même d'essayer de remonter pour casser ce niveau. Cependant, on a un autre problème, c'est qu'ici, on a un order block 1 heure qui va gêner encore plus la montée et qui fait une résistance supplémentaire. On a également le niveau 1 heure de reversal, mais j'ai envie de dire, là on n'est plus à une résistance près vu le paquet de résistance qu'il y a au-dessus. Donc maintenant, ce qui est très important de savoir, c'est comment le prix va rebondir et comment il va se comporter dans toutes ces résistances. On a plein de scénarios possibles, je vais essayer de tous vous les faire rapidement pour que vous ayez une idée comme ça quand vous voyez un graphique des différents scénarios qu'il faut avoir à l'esprit et savoir comment réagir ensuite, parce que la plupart de ces scénarios vont pouvoir proposer une idée de short et donc il ne faut pas en rater un et pas rater le short qui correspond. Déjà, on a une première catégorie de scénarios qui serait de faire un SFP de ce niveau-là. Alors pourquoi je dis catégorie, c'est parce qu'il y a plusieurs options. Soit on fait juste un SFP de ce niveau-là, avec la mèche qui dépasse un peu, mais sans taper l'order block, en faisant plutôt un inducement de l'order block, et dans ce cas-là, le prix redescend. Si ce scénario se produit, quelque chose de très important qu'il va falloir regarder à ce moment-là, c'est le volume sur la bougie qui a créé cet inducement. Si le volume n'est pas très élevé, on a de fortes chances de redescendre, mais pas forcément de redescendre très loin, et après, en fait, il y aura sans doute un deuxième mouvement qui lui viendra taper l'order block, et pareil, si l'order block rejette, on a plus de chances de descendre plus bas. Par contre, si le volume est élevé sur ce SFP-là, sans toucher l'order block, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gros traders qui sont rentrés sur le mouvement, et donc là, le prix a plus de chances d'aller plus bas directement. L'autre scénario, ce serait de faire un SFP qui aille dans l'order block. Donc encore une fois, je dis SFP, ce qui veut dire que le prix va dans l'order block, mais que la bougie ferme bien sous ce niveau-là en 1 heure. Si ça se produit, pareil, on a de très fortes chances de retourner en bas de ce range. Alors quand je parle de ce range, je vous ai pas montré, mais en fait ce range, il y a plusieurs ranges possibles, ce qui nous complique un peu la lecture également. Une première version du range actuel, ce serait celle-ci. Alors en fait, officiellement, le range a commencé ici, sauf qu'après, il s'est étendu, et donc maintenant, il arrive là. Si on a un SFP donc dans l'order block, la target logique ce serait le bas du range, à savoir ici et pas forcément plus loin. Si par contre on a un SFP comme je vous disais juste ici sans toucher l'order block, s'il n'y a pas beaucoup de volume, la target ce serait peut-être seulement le milieu du range pour rebondir dessus et après aller chercher plus haut. Le problème c'est qu'il y a aussi une deuxième façon de tracer ce range que j'aime moins parce qu'au début ça fait moins range, ça fait plutôt une montée, mais on pourrait partir d'ici. Alors c'est pareil, bien entendu, si on part d'ici, ça veut dire qu'on l'a tracé comme ça au début quand il est apparu, puis comme ça, et après il a monté. Mais on a un range aussi comme ça. On voit quand même que cette façon de tracer le range a du sens, parce qu'ici, on voit que le prix a vraiment oscillé autour du milieu du range. Ici, pareil, la zone des 50% a vraiment fait office de support et de résistance, donc ça nous valide également le pool de ce range-là. Si je reviens comme ça, on voit aussi que la zone des 50% a fait office de support et de résistance, donc vraiment les deux pools sont possibles, ce qui ne nous aide pas à savoir quelle est la zone des 50% à target si on a un mouvement baissier. J'ai prévu de faire une vidéo sur les ranges pour vous expliquer vraiment toute cette technique et comment faire pour bien pull un range, trader en utilisant les déviations et tout ça. Faut juste que je trouve le temps de faire la vidéo parce que c'est assez long à préparer et en même temps j'ai envie de faire ça bien pour vraiment tout vous expliquer parce que c'est quelque chose qui est très important à savoir faire correctement. Si je reviens sur mes scénarios, admettons que cet order block fasse un rejet mais pas plus que ça, après le prochain niveau à surveiller, ça va être le niveau de cassure de la structure principale 1 heure, donc pour repasser bullish en 1 heure. Là c'est pareil, si on a un SFP de ce niveau-là, c'est la structure principale, donc quand on a un SFP de la structure principale, la target c'est le bord opposé de la structure, donc là comme on SFP notre reversal, la target ça va être la continuation, donc ça veut dire que le prix est censé redescendre pour tenter de prendre ce niveau. Et là, c'est la même chose qu'avec notre order block 1 heure, on a l'order block 4 heures au-dessus. Donc si la mèche n'atteint pas l'order block, que ça fait donc un inducement, pareil, il va falloir regarder le volume. Si c'est un volume moyen ou petit, on va sans doute avoir un retracement, mais il sera pas forcément très profond, et l'idée après, c'est que le prix va remonter pour tenter d'aller chercher cet order block 4 heures. A l'inverse, si le volume est important sur ce SFP, ça veut dire qu'il y a des gros traders qui sont rentrés dans le train, et donc ça augmente les probabilités que le prix descende plus bas et potentiellement tout de suite aille chercher ce niveau. Si maintenant on a un SFP 1 heure et qui va taper dans l'order block 4 heures, pareil, ça augmente les probabilités de directement aller chercher ce niveau.
Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est si maintenant on a une cassure, donc pas un SFP mais que la bougie ferme au-dessus du niveau de D1 et rebondit dans l'order block 4 heures. Là on va arriver dans toutes les feintes et tous les pièges possibles, et à ce moment-là, le prix peut faire vraiment n'importe quoi, et dans ce cas-là, personnellement, moi je trade pas et j'attends d'avoir quelque chose de plus clair et de voir vraiment une nouvelle structure de marché se dessiner pour prendre des décisions. Parce que si on rebondit dans l'order block 4 heures, on va sans doute repartir à la baisse, sachant que je vous rappelle, il n'y a pas que l'order block, mais il y a aussi la zone de mitigation 4 heures, donc c'est logique de retracer à partir de cet endroit-là. Ceci dit, si on a cassé la market structure en 1 heure, on revient bullish en 1 heure. Dans ce cas-là, c'est un peu technique et je vous ferai aussi une vidéo sur la structure de marché, mais concrètement, cette structure interne 1 heure qui part d'ici, je la trace grossièrement, mais qui fait comme ça, donc je vous ai montré, tac, 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 voilà. Cette structure en 1 heure qui est juste interne pour l'instant, une fois que ce niveau-là est cassé, ça va devenir notre structure principale. Donc en fait, notre niveau de retournement baissier, ce sera celui-là dans mon exemple. Donc si on a une cassure haussière en 1 heure et qu'on est rejeté par notre order block, j'attendrai d'avoir une clôture 1 heure d'une bougie sous ce niveau pour repasser baissier en 1 heure, avoir mon petit retracement, je rentre en short ici et là on vise le bas du range. Par contre, tant que la structure 1 heure n'est pas repassée baissière, je prends pas de short parce qu'on a un conflit de signaux entre le 1 heure haussier et le 4 heures baissier. J'ai nettoyé un peu la charte parce que ça devenait illisible et donc on va continuer sur nos différents scénarios. Donc on a vu l'order block 4 heures, bon imaginons ça rebondit un peu mais il se passe rien de spécial. Après on a notre cassure 4 heures. Là je suis en 1 heure sur le graphique, il faut bien voir que ce niveau 4 heures, pour qu'il soit vraiment cassé et repassé bullish en 4 heures, il faut que la bougie 4 heures ferme au-dessus de ce niveau-là. Si une bougie 1 heure ferme au-dessus mais qu'après le prix redescend, il faudra bien aller regarder en 4 heures parce que si en 4 heures la bougie ferme sous ce niveau, on a un SFP 4 heures et dans ce cas-là, encore une fois, la target, ça sera la continuation 4 heures qui est la même que la continuation 1 heure, c'est toujours ce niveau. Si par contre, on a une clôture 4 heures au-dessus de ce niveau-là, alors quand je dis au-dessus, c'est pas juste 1 mm au-dessus, parce que pareil, si ça clôture 1 mm au-dessus, ça peut être un piège, mais si on a une clôture franche, au-dessus de ces 4 heures, mais potentiellement par exemple rejetée par le milieu du canal, il va falloir s'attendre forcément à un retracement. Ceci dit, pour moi, le fait de repasser bullish en 1 heure et en 4 heures, ce sera un retracement pour après mieux remonter et aller chercher le haut du canal, puis la TH, comme prévu dans les scénarios dont je vous parlais sur les dernières vidéos. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pour l'instant, je suis toujours bullish sur le Bitcoin, que ce bas-là est un bas que j'attendais depuis début juillet parce que j'avais fait une vidéo après cet inducement et j'avais dit qu'on avait rebondi trop vite et qu'il faudrait revenir chercher ce niveau pour faire une montée saine. On l'a fait, donc c'est pas du tout catastrophique d'être descendu ici, c'est normal, c'est sain, et donc on vise vraiment toujours l'ATH, voire plus haut. Ceci dit, pour l'instant, à court terme, on est quand même encore baissier, donc même si à moyen et long terme, on va viser l'ATH, il faut rester prudent, et comme on est baissier, il faut pas prendre un long n'importe comment tout de suite. Mais pour moi, le scénario logique, ce serait de venir chercher ces 4 heures, de les casser, de rebondir vers le milieu du range et le milieu du canal, parce que c'est un niveau qui va parler à beaucoup de gens pour shorter, sachant qu'ici, on peut avoir une prise de liquidité en plus, donc hop, on prend cette liquidité-là, on redescend, les gens se disent c'est bon, on part pour casser ce niveau, et en fait non, ce sera juste un retracement, potentiellement pour venir nettoyer cette imbalance, et rebondir là-dedans pour après repartir à la hausse. Et là c'est pareil, si ça se produit, j'irai voir en 15 minutes ou en 5 minutes un retournement qui me semble logique, le marché casse à la hausse, et là dans ce cas-là, je prends mon long pour TP1 ici, histoire de prendre des profits, verrouiller le trade, TP2 à la TH, et TP final dans les 84 000. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, vous devez vous demander pourquoi je TP3 à 84 000, et en fait c'est assez simple, c'est qu'ici on est théoriquement dans un bull flag, et donc si je pars du dernier plus bas, que je prends l'ATH et que je viens au plus bas actuel, on voit que normalement la target du bull flag c'est 84 300 à peu près. Donc si tout se passe comme prévu, c'est le prix qui est censé aller chercher le Bitcoin pour l'instant. Alors très clairement, c'est sur mon TP2 que je vais prendre la plupart de mes profits parce que c'est l'ATH et que qui dit ATH dit on sait pas trop comment le prix va réagir, donc je préfère prendre une grosse part de profit sur l'ATH, laisser peut-être 20% courir jusqu'à 84 000. Il sera toujours temps de reprendre un long quand on aura vu comment se comporte le prix dans cette zone-là pour viser 84 000 voire plus haut. Maintenant, si je regarde mes scénarios de trade, alors je reste en 1 heure parce qu'il risque d'y en avoir pas mal et en 15 minutes c'est pas beaucoup plus intéressant. Le premier c'est un SFP de ce niveau-là avec une petite mèche pas super convaincante et peu de volume.
Dans ce cas-là, ma target principale, ce sera le milieu du range parce que je pense pas forcément que le prix ait assez de puissance pour aller beaucoup plus bas. Une autre idée serait de target ce niveau-là qui est le niveau de retest de ce mini range qu'on a ici. Et le troisième TP serait en bas du range. J'aime bien prendre plusieurs TP et laisser courir un peu 10 ou 20%, histoire de potentiellement avoir une bonne surprise et de pas avoir cette frustration plutôt que de tout couper ici si le prix dump et va vraiment chercher le bas du range. Le second scénario, ce serait un SFP de ce niveau-là, pareil, qui ne va toujours pas toucher l'order block, mais par contre avec plus de volume. Alors quand je dis plus de volume, c'est beaucoup plus de volume par rapport aux bougies qui sont avant, bien entendu. Là, dans ce cas-là, mon TP1, ce serait le bas du range, parce que s'il y a vraiment plus de volume, ça veut dire que le prix est censé pousser beaucoup plus fort. Et mon TP2, alors là, je l'ai pas noté, mais on peut voir ici qu'il y en a un order block 1 heure aussi en bas. Je l'avais pas noté parce que pour l'instant il est pas très important dans le sens où il avait pas créé vraiment de mouvement haussier. Là c'est que de la structure interne et cet order block là pour moi je le note le jour où on casse ce niveau. Mais toujours est-il qu'on peut voir que le milieu de l'order block s'aligne avec le daily et tout ça blablabla. Donc pour moi une bonne zone de TP serait ici, ça sert à rien d'être trop gourmand. Alors pareil on peut laisser courir jusqu'ici 10-20% mais je préfère TP early, on est quand même sur un ratio de 11 pour l'instant. Alors je sais pas où sera le stop loss, mais admettons qu'il soit là, on est sur un ratio de 11, ça sert à rien de viser la lune à chaque fois et de rater. Mon troisième short, c'est toujours un SFP, sauf que cette fois-ci, on vient prendre l'order block qui est au-dessus. Là c'est pareil, il faut voir en fonction du volume, savoir ce qu'on va viser, mais vous voyez que si on vise que le milieu du range, le ratio est pas terrible. Mais pour casser cette zone de prix, aller chercher l'order block et redescendre dans la même bougie 1 heure, je pense que le volume sera suffisamment élevé. Parce qu'il y a quand même pas mal de chemin à parcourir, là on voit qu'on a quasiment 2%, donc 2% à la hausse et 2% à la baisse dans la même bougie, donc à mon avis on va avoir du volume et on peut pareil viser le bas du range ici pour un ratio de 3,36 qui n'est pas fou, et après un peu plus ici, 5. Le ratio est moins intéressant, mais c'est logique, la mèche est plus haute, donc on a plus de chemin à couvrir. Maintenant, l'autre option, c'est de casser ce niveau-là, comme ça, et par contre, on rebondit dans cet order block. Alors là, c'est très important, ce n'est plus un SFP, donc ça veut dire que la bougie a fermé au-dessus de ce range. Et dans ce cas-là, je veux absolument en 15 ou en 5 minutes voir un retournement baissier, donc c'est-à-dire le prix fait ça, il a cassé en 1 heure et je veux vraiment voir un retournement baissier et un retour dans le range. Donc à ce moment-là, on est baissier en 5 minutes, on est idéalement baissier en 15 minutes et il faut une bougie 1 heure qui ferme à l'intérieur du range. Dans ce cas-là, je vais viser le bas du range et là, mon stop loss, je peux pas trop le mettre parce que idéalement, en fait, mon stop loss, il faudrait que je le mette au-dessus de l'order block. Ça, c'est le stop loss de la sécurité parce que vous avez rebondi dans l'order block, vous êtes retourné dans le range, rien ne vous empêche de retourner ensuite dans l'order block, sachant qu'on n'est pas censé le dépasser. Donc ça, c'est le stop loss de la sécurité, sauf que le ratio est pas du tout là. Donc l'idée, ça va être de raffiner en 5 minutes ou en 15 minutes pour avoir le stop loss le plus serré possible et avoir un bon ratio. Ceci dit, ça devient très risqué parce qu'on a beaucoup raffiné et ça va vraiment dépendre de la structure interne et surtout de la structure sur une plus basse time frame. Cinquième option de short, mais là on va pas forcément voir ça aujourd'hui parce qu'on commence à s'éloigner du prix actuel, c'est un SFP de ce niveau 1 heure. Plusieurs choses pour ce SFP. Si le prix monte jusqu'ici pour SFP ce niveau 1 heure, ça veut dire qu'on aura cassé ce range et vraiment cassé ce range de beaucoup. Si rapidement je mets mon template de déviation, on voit que la déviation idéale du range se situe dans l'order block. On a la seconde zone de déviation ici, donc on pourrait casser le range, taper dans cette seconde zone pour repartir. Mais ça devient quand même assez chaud. Et pareil, on sera quand même dans une tendance de fond assez haussière, alors encore une fois en interne. Et donc si on SFP ce niveau-là, on SFP la structure externe. Mais ce que je veux expliquer par tout ça, c'est que pour moi, il va falloir que j'ai une sacrée confirmation en 5 minutes pour pouvoir prendre un short. Quand je dis sacrée confirmation, ça veut dire que pour moi, il faut repasser baissier en 5 minutes et qu'il faut faire une deuxième cassure baissière. Donc concrètement, en 5 minutes, ça veut dire qu'on fait ça, on fait une cassure comme ça, on fait une seconde cassure comme ça qui est bien validée. Et dans ce cas-là, je rentre sur ce top-là. Mon stop loss, je le mets le plus haut possible, à savoir au-dessus vraiment de ma mèche 1 heure. Je viens pas raffiner, c'est trop dangereux. Donc je le mets au-dessus de ma mèche en 1 heure. Parce que là, par contre, on vient de faire un SFP de la structure principale 1 heure et que donc la target, ça va être la continuation tout en bas. Donc là, on est déjà sur un ratio de 14. Ça sert à rien de ultra raffiner pour avoir un ratio de 48, là, par exemple, et de se faire sortir bêtement alors qu'en fait, on a raison et que le prix redescend. Pareil, ici, cette target-là, ça sera la target finale, mais il faut bien entendu penser à prendre des TP en route
Parce qu'un SFP 1 heure, ça peut aussi très bien être un retour comme ça pour après refaire un SFP 1 heure plus haut pour par exemple taper ici et repartir en bas. Et vous faites sortir, et au lieu de prendre un TP1 par exemple sur un ratio de 3 et sécuriser votre trade et d'avoir un winner, et bah du coup vous avez un loser, et c'est quand même relou quand on avait raison sur l'idée de base. Cinquième option de short, ça commence à en faire des shorts, on a le SFP 1 heure, mais cette fois-ci qui vient taper dans l'order block 4 heures. Comme toujours, il va falloir voir le volume derrière la mèche, mais si on fait un SFP, donc on vient taper cet order block et qu'on ferme sous ce niveau-là, ça veut dire quand même qu'il va y avoir sans doute pas mal de volume. Pareil, dans ce cas-là, la target, c'est la continuation. De la même façon, on prend des TP sur la route en fonction des niveaux logiques. Et pareil, il y a quelque chose que j'ai jamais précisé, mais qui est important de garder à l'esprit, c'est que si sur une plus basse time frame, vous avez un retournement de tendance, ça peut être le moment de TP, voire de clôturer votre position. Par exemple, si en 5 minutes, ok, ça descend, tac, 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 par contre, vous avez quelque chose comme ça, eh bien, en 5 minutes, ce signal-là, ça peut être un signal intéressant si vous n'avez pas encore TP, de vous dire, tiens, je vais peut-être prendre des profits maintenant parce que potentiellement, ça peut remonter. Ce qui peut très bien se passer, et souvent ce qui se passe aussi, c'est que sur des unités de temps plus courtes comme la 5 minutes, en fait, c'était un fake pour venir prendre un petit peu de liquidité pour mieux redescendre. C'est pour ça que je parle de TP et pas forcément de clôturer la position, parce que finalement, le prix peut redescendre, et donc ce serait bête de tout couper parce que vous aviez raison et c'était juste un espèce de fake. Moi personnellement, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Si j'ai pas de niveau sur lesquels j'ai préprogrammé des TP et que je suis vraiment mon trade en live, quand je vois un retournement sur une unité de temps plus faible mais qui a quand même du sens, donc pas en 1 minute mais par exemple en 5 minutes, c'est le moment où je me dis je réduis ma position, je prends quelques profits et comme ça si jamais ça remonte, je suis tranquille. Par contre, si maintenant au lieu d'être du 5 minutes, c'est du 15 minutes, si on repasse bullish en 15 minutes, là, je trouve ça assez dangereux et je vais peut-être vraiment pour le coup couper ma position. Sachant que là, on est en train de voir en 1 heure. Faut vraiment toujours voir les time frames les unes par rapport aux autres. Si vous êtes sur votre time frame 1 heure, bon, il y a des time frames intermédiaires que j'utilise de temps en temps, mais on va dire que la prochaine principale, c'est la 15 minutes. Si la 15 minutes se retourne, la prochaine qui risque de se retourner, c'est la 1 heure. Et donc, potentiellement, c'est le moment où votre trade commence à craindre un peu. Dans notre exemple, dans ce cas-là, vous avez encore la 15 minutes qui est baissière, donc la 5 minutes peut peut-être juste se retourner pour venir prendre un peu de liquidité sans remettre en question la 15 minutes, et dans ce cas-là, ce serait bête de couper votre trade qui lui est en 1 heure, et dans ce cas-là, c'est plus malin de laisser courir tout en prenant quelques profits parce que le prix est un peu contre vous. Dernière idée de short, mais cette fois-ci ça commence à devenir plus dangereux, c'est qu'on a bien une cassure et pas un SFP de ce niveau d'1 heure, donc on repasse haussier en 1 heure, par contre on a un rejet. Alors quand je dis rejet, je précise pas où, parce que justement pour moi c'est où que soit le rejet, ça devient dangereux dans tous les sens. Donc on peut avoir, admettons, cet order block 4 heures qui rejette le prix à la baisse. On peut dire qu'on a un SFP juste un tout petit peu de ce niveau 4 heures qui rejette le prix à la baisse, ou un SFP des 4 heures mais qui vient aussi prendre le niveau des 50%, soit du range, soit du channel. Dans tous les cas, si on repasse aussi en 1 heure, je vais me méfier comme je disais précédemment, parce que ça veut dire qu'on a des signaux contraires entre le 1 heure et le 4 heures. Dans ce cas-là, je vais attendre de repasser baissier au moins en 15 minutes, voire en 1 heure, avant de prendre mon trade. Et pour moi, ça reste vraiment un trade très risqué. À partir du moment où en 4 heures, on casse ce niveau et qu'on devient donc aussi en 4 heures, par contre, pour moi, plus aucun short envisageable. Et là, dans ce cas-là, on va commencer à s'intéresser aux longues. Si je reviens juste 3 secondes sur ce short-là, quelle est la target? La target, c'est toujours ici, tout en bas. Et encore une fois, on prend des profits en fonction de ce qui se passe pendant le trade. Maintenant au niveau des longues. Alors pour moi, il y a 3 longues possibles. On va avoir un premier trade qui va être un trade très court terme et qui va juste jouer sur ce range-là et qui va être finalement une déviation du range. Donc si je remets mon template de déviation, ça veut dire qu'on va avoir soit une mèche, soit même une cassure qui va passer sous ce niveau-là, mais qui ne va jamais aller plus loin que cette zone-là. Donc par exemple juste une mèche comme ça, ou ça peut être une bougie avec une mèche qui ne descendra pas sous ce niveau. Idéalement, même la mèche peut aller dans ce niveau-là, ça rajoute encore plus de probabilité à notre déviation. Et donc dans ce cas-là, si j'ai une déviation du range, j'attends la réintégration, ça c'est super important, il faut que le prix revienne et que la bougie ferme à l'intérieur, et dans ce cas-là, je mettrai mon stop loss sous la mèche, et je viserai l'opposé du range, tout simplement. Et ça, c'est un type de trading que je fais très souvent, et qui marche très bien quand le prix range, justement, c'est juste trader des déviations comme ça. Mais c'est pareil, je vous le réexpliquerai dans ma vidéo sur la range. Là, je suis en 1 heure, donc idéalement, on voudrait que la bougie 1 heure clôture à l'intérieur du range.
Alors même s'il y en a d'autres à l'extérieur, je vous ai dit, si des bougies clôturent à l'extérieur, c'est pas très grave tant qu'on dépasse pas le seuil de la déviation, et par contre on veut que ça clôture à l'intérieur avant de prendre le trade. Ça peut être possible de le raffiner en 15 minutes pour que ça aille plus vite. Après, il faut juste voir quand vous raffinez, il faut faire attention parce que, comme toujours, plus vous prenez votre trade rapidement, moins vous avez de confirmation et donc plus vous avez de chances que ça se retourne contre vous. Alors l'intérêt de le prendre rapidement, c'est que vous allez avoir sans doute un ratio plus proche de 7 et si vous attendez vraiment que ça clôture à l'intérieur, ça va peut-être clôturer ici, vous avez un ratio entre 3 et 4. Après, c'est peut-être mieux de viser 3,6% de façon beaucoup plus certaine, plutôt que d'essayer d'avoir 7%, de se faire sortir et que finalement le prix vous donne raison, sauf que votre stop loss était trop serré. La deuxième idée de long, c'est plutôt une zone. Je vais commencer par la target parce que c'est le plus simple. Pour moi, c'est 1 heure et pas forcément plus haut parce que comme j'expliquais la dernière fois, il y a tellement de résistance au-dessus qu'on ne sait pas quand le prix va rebondir. Par contre, ce qu'on sait de façon certaine, c'est que pour aller dans ces résistances, le prix va devoir passer cette ligne des 1 heure, donc ça peut être une target assez intéressante. Maintenant, ce qui est un peu plus compliqué à prévoir pour l'instant, ça va être l'entrée. Quand je dis que c'est une zone, c'est parce qu'ici on voit qu'on a notre order block 1 heure, donc encore une fois c'est un order block temporaire qui n'est pas validé, mais ça peut être intéressant de le garder à l'esprit parce que ça peut être une zone à partir de laquelle le prix va se retourner. Tout simplement pas parce que c'est un order block, mais ce qu'il faut garder en mémoire c'est qu'un order block finalement si vous allez sur une time frame plus courte, c'est un range. Et donc si vous prenez votre volume profile pour le range, vous allez avoir 3 zones intéressantes qui sont les value area en violet et surtout le point de contrôle en jaune. Et si je le trace, c'est potentiellement une zone sur laquelle le prix peut rebondir. Donc tout ça pour dire que si le prix descend, il peut très bien rebondir ici, pas parce que c'est un order block, mais juste parce que c'est un mini range et qu'on vient chercher le point de contrôle pour repartir dessus. Donc à partir de cet endroit-là, pour moi, le prix peut rebondir et peut justifier un long puisqu'on est quand même globalement en bas du range, et donc faire un achat dans la zone discount d'un range, c'est pas ce qu'il y a de plus débile. Ce que je veux vouloir voir ici pour déclencher mon long, ça va être un retournement haussier au moins en 5 minutes, voire en 15 minutes idéalement. Alors après, il faut voir la structure de marché et comment on descend jusqu'ici pour savoir est-ce que le retournement 15 minutes est pas à 18 km, auquel cas il servira pas à grand chose. Et si le retournement 15 minutes est vraiment loin, dans ce cas-là, je peux rentrer sur un retournement en 5 minutes, mais il faut garder à l'esprit que ça veut dire qu'il y a la zone de mitigation 15 minutes qui va poser problème sur la remontée. Si je vous prends un exemple vraiment de ce que je viens de dire et que je passe en 15 minutes, si je me mets ici par exemple, on voit que si je veux repasser haussier en 15 minutes, ça se situe ici et qu'on a une zone de mitigation. Donc là, c'est beaucoup trop loin par rapport au prix actuel. Et bien entendu, quand le prix est ici, vers le bas de mon range, si je veux prendre un trade à la hausse, je ne vais pas attendre que le niveau de 15 minutes tombe. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, on a une zone de mitigation. Donc si jamais j'ai un retournement en 5 minutes, je ne vais pas forcément viser le haut du range, mais je vais plutôt essayer déjà de TP dans cette zone-là parce que je peux très bien avoir un retournement comme ça, pour aller chercher cette zone en 15 minutes pour aller encore plus bas. Et même si en 5 minutes j'ai un retournement haussier, en 15 minutes je reste baissier. Et si on regarde d'ailleurs ce qui s'est passé, là on a eu un retournement haussier en 15 minutes. Mais voilà, vous voyez que cette zone en fait de mitigation, elle a vraiment fait office de résistance et même si le prix l'a un peu dépassé, là on voit que ça a cassé mais c'est directement retourné dedans, là on voit qu'il y a eu un CFP, donc même si la zone a été un peu dépassée, elle a fait office de résistance. Donc c'est juste un exemple, mais c'est pour que vous compreniez bien ce que je veux dire ici, à savoir, si la structure 15 minutes est assez proche, je vais attendre un retournement 15 minutes et ma target sera le haut 1 heure. Si par contre elle est loin, je vais utiliser le retournement 5 minutes pour rentrer dans mon trade, mais ma target sera pas 1 heure, ma target sera la zone de mitigation 15 minutes. Et quand je parle de target, dans ce cas-là, ici, c'est la target principale. La zone de mitigation 15 minutes, ce sera une target médiane. C'est-à-dire, je sors 50% de mon trade minimum. Je laisse quand même peut-être la moitié en runner pour aller en haut. Mais je sors au moins 50% de mon trade parce que comme je viens de vous montrer, ça peut être la zone de résistance qui nous renvoie à la baisse. Si par contre, admettons, on a cette zone de résistance en 15 minutes qui nous renvoie à la baisse, mais qu'après le prix repasse au-dessus, dans ce cas-là, on vient de casser en 15 minutes, j'attends mon retracement, et là je rentre une deuxième position ici pour à nouveau viser mon niveau 1 heure. J'ai pas parlé du stop loss, et en fait il y a deux façons de voir le stop loss. Ça va dépendre du niveau auquel on rebondit. Plus on rebondit bas, plus vous allez pouvoir aller chercher un stop loss bas sans tuer votre ratio. Par exemple, si on rebondit par ici, c'est évident qu'il faut au moins protéger ce lot. La question c'est, est-ce que vous n'allez pas vouloir protéger aussi tout l'order block, parce que si on prend ce lot, est-ce qu'on va pas aller chercher le bas de l'order block? Donc la réponse à ça, ça va être bien entendu de voir le ratio final, et là vous voyez que j'ai un ratio de 5 pour un trade qui est quand même assez long,
c'est pas fou. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. Il faut vraiment regarder la structure à ce niveau-là, sachant que plus vous allez raffiner votre stop et plus il va y avoir de chances que le prix fasse quelque chose pour passer à travers, pour après en fait vous donner raison, sauf que vous avez perdu entre temps. Moi personnellement, ce que je fais dans ce cas-là, c'est si je vois que le ratio avec un stop loss safe est vraiment pas intéressant, dans ce cas-là je serre. Par contre, je vais pas chercher le haut, mais je prends un TP le plus vite possible, quitte à me faire sortir et prendre un second trade quand j'ai ma deuxième confirmation. Par contre, si le seuil de déclenchement est plus haut, c'est évident qu'on va pas couvrir jusqu'en bas, parce que si on vise en haut, le seuil n'est que de 3. Donc dans ce cas-là, vous allez être obligé de raffiner, et dans ce cas-là, il faudra voir, peut-être pas en 5 minutes, mais en 15 minutes, quel est le dernier lot important derrière lequel se positionner. Et enfin, le troisième long qui est le plus intéressant, mais qui est le plus dur à prévoir, et surtout il va falloir être très patient pour pouvoir l'avoir, c'est si le prix casse ce niveau des 4 heures. Ici, avec une bougie 4 heures qui ferme. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'en 4 heures, on repasse haussier. Et dans ce cas-là, il va falloir attendre le retracement. Mais jusqu'à où, c'est impossible à prédire pour l'instant. Déjà, on ne sait même pas si on va casser ce niveau-là. Mais ici, il va falloir attendre de savoir jusqu'où le prix redescend en fonction de ce qui a été dessiné entre-temps. Pour l'instant, une zone qui me paraît très intéressante, si elle n'est pas prise entre-temps, c'est cette zone-là, puisqu'ici, on voit qu'on a eu un range et qu'après, le prix est monté directement. Mais sauf que là, ça fait un retracement assez profond. Si je prends mon petit fib, que je vais là et qu'on dit qu'on va ici, on est entre 0,5 et la Golden Pocket, donc c'est totalement jouable. Et justement, si on a ce retracement-là, pour le coup, ça peut vraiment vouloir dire, après, si on a un beau rebond, que là, on est parti pour la TH. Un autre retracement aussi qui s'aligne pas mal, alors j'ai mis mon fib à l'arrache, donc bien entendu, il faut voir où est-ce qu'il tombera, mais un autre retracement qui s'aligne pas mal, c'est la 0,382. Donc là, on a notre range actuel. Imaginons qu'on casse le range, qu'on casse les 4 heures, on rebondit, et là, c'est pareil, on peut partir directement vers la TH. Alors vous remarquerez que j'ai arrêté mes rebonds juste ici, parce qu'ici, il ne faut pas oublier que c'est le haut de notre canal descendant, et que qui dit haut du canal descendant dit qu'on peut tout simplement rebondir ici pour refaire à nouveau une vague à la baisse et un nouveau plus bas. Donc quoi qu'il arrive, si on prend un trade ici ou ici, avec plutôt, ce sera plutôt un trade swing après la validation du 4 heures, ça peut être quand même une bonne idée de prendre des profits ici, parce que ce serait dommage, admettons, de prendre le trade ici, de mettre le stop loss sous le bas du canal, de viser la TH pour un ratio de 11, d'avoir raison pour un ratio de 9, et finalement de tout perdre parce que le prix redescend. Donc là, pour ce long-là, pour l'instant, c'est impossible de savoir comment il va se produire et où il va se produire, parce qu'il faut déjà casser les 4 heures, voir jusqu'où ça monte pour pouvoir tracer notre fib, et après voir si les niveaux du fib sont intéressants et coïncident à d'autres niveaux sur la charte. Par exemple, le haut du range, ou ce range-là, ou aussi, par exemple, le bas du canal. Les niveaux de Fibonacci, c'est vrai que j'en ai jamais parlé jusqu'à maintenant, mais c'est aussi un outil très puissant, mais qu'on peut pas utiliser seul, et souvent ils marchent très bien quand ils sont utilisés en confluence avec d'autres niveaux sur la charte. Juste pour l'exemple, admettons que ce soit ce scénario-là qui se produise. Dans ce cas-là, ce sera plutôt un long en swing, et je vais prendre 4 TP. Alors 4, ça paraît beaucoup, mais je vous explique. Le premier, c'est toujours au niveau de la continuation de ma structure. Donc si en 4 heures, je trace grossièrement, mais on a ça, comme ça, je prends un premier TP et je verrouille mon trade ici, tout simplement parce que on peut très bien avoir un SFP 4 heures pour après partir à la baisse. Donc ça reste un niveau risqué, et je l'expliquerai dans ma vidéo de marquage structure, mais un rebond, sa target, c'est toujours seulement le haut précédent, c'est jamais plus loin. Donc déjà TP1 ici. Alors TP1 peut-être seulement 20%, je mets le stop à break-even et j'ai un winner quoi qu'il arrive, petit winner, mais mon trade est verrouillé. TP2, comme je disais, ce sera le haut du canal, parce que c'est aussi un niveau évident où le prix peut être rejeté. Donc là, j'ai déjà pris 20%, là je prends 30%, ce qui me fait 50%. Ensuite, l'ATH, ce qui sera mon TP3, pareil, je vais prendre encore 30%, parce que c'est aussi un niveau où le prix peut rejeter, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que plus on monte et plus on a de chances qu'on finisse par redescendre, donc c'est bien de prendre des profits en route, et là je suis quand même sur un swing qui va être assez long. Et enfin, mon niveau final, qui est mon 84 300, où je laisse 10-20% courir juste pour le fun, sachant que d'ici là, il y aura plein d'autres trades à prendre, et donc ça sert à rien de laisser un trade courir pendant des mois et des mois, mais peut-être laisser 10% ouvert. Comme je disais tout à l'heure, ça peut vous éviter d'être frustré si le prix, quand il casse la TH, il part en fusée jusque-là. Au moins, vous êtes toujours dans le train, et même si c'est symbolique, vous étiez dans le train. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense avoir fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. À la base, je voulais faire une vidéo speed analyse, mais il y avait tellement de choses intéressantes à vous dire que au final, ça devient plutôt un point de marché.
avec quelques explications qui vont au-delà de la lecture vraiment de ce qu'on a sous les yeux, mais qui sont intéressantes quand on veut trader de façon générale. Comme toujours, si vous êtes débutant, je pense qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas saisies dans tout ce que je viens d'expliquer parce que je passe quand même vite sur les concepts. Mais comme j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, je suis en train de préparer des vidéos sur les ranges, sur l'analyse de la market structure et tout ça, pour vraiment que vous puissiez comprendre la théorie pure et après, comme ça, voir quand je l'applique sur le prix qu'on a sous les yeux, pourquoi je le fais et comment ça marche. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Si vous avez des questions à propos de cette vidéo ou si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai directement ou je ferai une vidéo détaillée si besoin.